Alors, bonjour à tous, merci d'être ici, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde. Donc, je vais vous parler de Git vers l'infini et au-delà. Donc, le but, ça va être de vous parler de Git, un tout petit peu, de vous parler des alias et des extensions qui sont possibles de faire avec Git. Donc, tout d'abord, qui je suis? Parce que, voilà, donc, Jonathan Van Belle ou Grumpy, donc vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Mastodon, par email, sur GitHub, GitLab et plein d'autres endroits. Voilà, c'est facile. Je pense qu'il n'y a que moi qui ai ce pseudo-là, donc c'est facile à trouver. Alors, en dehors de la vie professionnelle où je suis informaticien, je vais faire court en disant ça, je suis principalement contributeur pour des projets open source sur Atom, qui est un framework de test unitaire, et sur OA, qui est toute une série de librairies. Et c'est deux projets que je vous encourage à aller voir, parce qu'ils sont vraiment très intéressants et il y a plein de choses à en apprendre. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Git, des alias qu'on peut faire dans Git, des extensions et comment en créer une. Quelques petits trucs et astuces à retenir par rapport à ça. Et bien entendu, à la fin, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Il y aura même une démo. Donc, juste un court rappel sur Git. Comme je l'avais mis dans la description du talk, je ne vais pas parler de la base de Git parce que je pense que tout le monde connaît Git. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas du tout Git, qui ne l'ont jamais utilisé? Personne. Donc, Git, c'est un DCVS, donc c'est décentralisé. C'est un gestionnaire de version décentralisé. Quand on dit décentralisé, ça veut dire que ça peut être du multipoint. Ça peut être votre PC et votre collègue, ou votre PC, GitHub, peu importe, c'est du multinode. Et c'est, d'après les stats que j'ai trouvés à voir la fiabilité, apparemment le plus utilisé des gestionnaires de version. Et il y a un écosystème assez conséquent qui tourne là autour. On pense à GitHub, GitLab, qui sont une partie des choses, mais il y a beaucoup de sociétés qui se spécialisent dans des outils autour de ça, parce que c'est vraiment notre quotidien en tant que développeur d'utiliser ce genre d'outils. Que ce soit Git ou que ce soit d'autres outils de gestionnaire de version, en général, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a plus personne qui travaille sans gestionnaire de version. Donc, Git, quelles sont les opérations courantes que la plupart d'entre nous font, que ce soit à travers une interface où on fait du clic-clic ou à travers la ligne de commande? Ça va être des commits, des merges, des push, des pulls, éventuellement aller voir dans les logs. Je pense que la plupart d'entre vous auront manipulé ces commandes-là, et éventuellement un fetch, un rebase ou un stash. Moi, je considère que c'est des commandes courantes. S'il y a certaines de ces commandes-là que vous n'avez jamais utilisées, je vous encourage vraiment à aller lire la doc, parce qu'il y a des choses très intéressantes, notamment le stash, qui est peu utilisé par plein de gens, mais qui, en gros, vous permet de faire un commit local et nettoyer votre environnement Git en même mettant de côté pour pouvoir y revenir plus tard. Bon, ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Il y a aussi Git config. Alors, j'en parle ici un peu plus avec quelques exemples de ce qui est possible de faire parce qu'on va y revenir un peu plus tard, notamment si vous créez des commandes personnalisées, des extensions. Ben, c'est des choses où il serait intéressant de revenir sur la config de Git. Donc, on peut définir, donc, setter des variables, que ce soit local à notre projet, global à notre environnement utilisateur ou global même au système. Mais aussi on peut récupérer ces valeurs, on peut les lister, etc. Et en général, si vous êtes dans un environnement Unix, vous allez avoir un fichier git config qui va être dans votre home. Si vous êtes sous un Linux, vous avez même etc/git/git config ou un équivalent qui va être disponible. Et dans votre projet, ça va être dans le dossier Git. Vous allez avoir un fichier qui s'appelle config, où vous allez avoir toutes ces valeurs. Que vous les modifiez à travers la ligne de commande ou en éditant le fichier, peu importe, au final, l'essentiel, c'est de pouvoir manipuler ces données, parce que vous allez pouvoir configurer pas mal de choses avec Git, que ce soit la résolution de conflits en cas de merge, que ce soit l'éditeur qui va popper quand vous allez mettre votre message de commit, ou que ce soit même l'algorithme utilisé pour résoudre les merges. Donc il y a moyen d'aller très loin. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, parce que ce n'est pas du tout mon sujet ici, mais il faut savoir que ça existe et que dans certains cas, changer quelques paramètres peut changer votre vie de développeur
notamment dans la résolution des conflits ou dans l'outil utilisé pour la résolution des conflits dans votre merge. Donc, Git alias. Alors, le but d'un alias, ça va être quoi? Ça va être comme quand on crée un alias bash. C'est des choses relativement simples. A priori, il n'y a pas de paramètres ou de chaînage. Le but, c'est de vous simplifier la vie en utilisant des choses qui vont vous parler à vous. Donc, en général, un alias, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se partager au sein d'une équipe. On peut montrer l'alias qu'on a fait, mais souvent, c'est quelque chose que vous avez utilisé pour vous parce que c'est un terme qui vous parle à vous. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup git-st pour git status. Donc, simplement, je mets ce qu'il y a ici dans le slide dans mon fichier de configuration globale de ma machine, qui me permet, moi, d'avoir des facilités, de gagner du temps en tapant deux lettres plutôt que git status. Et voilà, c'est des petites choses. Donc, j'ai un git-who qui me permet de savoir qui sont les contributeurs, donc qui ont communauté dans le repository. J'ai un CO pour le checkout. J'ai un comma pour git-ma, où en gros, je vais simplement mettre git comma et puis mon message de commit. C'est tout court, mais moi, c'est un truc qui me fait rire en plus quand je le tape. Et ça me fait gagner du temps parce que j'ai des caractères en moins à mettre. Et puis, il y a par exemple un que j'aime bien, c'est le git undo, où en gros, je vais resetter jusqu'à mon dernier commit. Ou encore mon one-line qui me permet d'afficher les logs avec l'arborescence des différentes branches dans Git. Donc plutôt que retenir l'enchaînement qui est assez conséquent de paramètres, je me suis fait un alias. Donc c'est quelque chose de très simple à faire, mais qui va vous permettre de gagner du temps et surtout qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre quotidien. Puisque les outils qu'on utilise peuvent parfois nous prendre plus de temps au lieu de nous focuser sur notre job qui va être de corriger un bug ou faire une nouvelle feature. On va réfléchir, j'ai besoin de quel paramètre, je vais aller lire la doc. Non. Créez-vous vos outils, créez à la télé à votre besoin et vous allez gagner du temps. On peut faire des choses plus avancées aussi. Donc, comme j'ai dit avant, normalement, il n'y a pas vraiment de paramètres, etc. dans les alias. Maintenant, si vous êtes dans un environnement Unix et peut-être sous Windows, ça faudra un petit peu chipoter, je n'ai pas testé, mais il est possible de faire des choses beaucoup plus compliquées. Par exemple, si je prends la dernière ligne, le rem extra, en gros, je fais appel à une fonction bash qui me permet d'ajouter, par exemple, un repository distant sur GitHub dans ce cas-ci, où je vais taper par exemple git rem extra src atum atum par exemple. Quand je travaille sur mon fork d'Atum, ça me permet de faciliter après ma synchronisation et de rajouter un remote distant sur lequel je vais pouvoir synchroniser mon propre fork et pouvoir travailler plus facilement. Donc c'est des choses qui sont relativement compliquées à écrire, mais une fois que vous les avez écrites, vous gagnez du temps. Il y a des tonnes d'exemples en ligne. Vous cherchez Git alias sur votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver plein de choses. Ou quand vous trouvez des enchaînements de commandes Git, où vous dites « Waouh, ça c'est quelque chose que j'aurais besoin régulièrement », pensez à créer un alias, comme ça vous allez le trouver rapidement. Donc dans les exemples, j'ai par exemple le LC qui me permet de voir les derniers changements en local d'après le dernier pull que j'ai fait, donc où je vais réutiliser mon one-line que j'ai déclaré juste au-dessus. Et le LC, comme vous voyez, il y a un point d'exclamation devant, comme toutes les autres lignes d'ailleurs. C'est pour dire qu'il doit exécuter du shell en fait, exécuter la commande comme si c'était dans un shell. D'où le fait que, pour la dernière ligne, j'ai le droit d'utiliser du bash. Le add-m et le add-u, j'ai mis le petit commentaire. Donc add-m, c'est pour rajouter dans le prochain commit les fichiers modifiés en local qu'on suit déjà. Et le add-u, c'est simplement pour rajouter les fichiers qu'on ne suit pas, mais sans ajouter les fichiers qu'on suit, ce qui parfois peut être utile.
Alors, on peut avoir des choses plus fun, hein, comme ici, il y a quelqu'un qui a tweeté ce message. Donc, il fait un stash pop, en fait. Donc, un stash pop, qu'est-ce que ça fait? Ça prend le dernier stash qu'on a fait et va l'appliquer localement, tout en éliminant de la liste des stashes. Et il a créé cette commande-là tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il voulait que, en faisant l'autocomplétion de Git, il ait juste une lettre à taper, qui est Git K ici, il fait tab, et ça fait sa commande, alors que Git S, ben, vous avez le status, vous avez le stash, et peut-être d'autres choses. Donc voilà, petit clin d'œil. Donc les alias, j'ai fait court, comme promis. Le but, c'est pas de s'étendre, parce que c'est un plus. Moi, ce que je vais surtout vous parler, c'est de comment créer une extension. Alors, extension, plugin, sous-commande, commande. Il n'y a pas de terme approprié parce que tout simplement, il n'y a pas de documentation sur le sujet. Toute la documentation que vous allez trouver, c'est à travers des blog posts, c'est à travers des gens qui ont écrit un script sur le côté et que vous allez trouver et que vous allez dire « Wow, ça a l'air intéressant ». Donc, c'est vraiment des choses où il faut beaucoup chercher pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est très très simple et c'est surtout très facile à mettre en place chez vous. Alors, tout ce que je vais vous dire sur les extensions, etc., ça concerne juste l'implémentation normale de Git. Donc, si vous utilisez la réimplémentation en Java, en C#, en Node, en je ne sais pas quel langage, je ne garantis pas le fonctionnement parce que je ne sais pas s'ils auront copié le mode de fonctionnement. Donc, je mets juste ce warning là pour pas que vous soyez déstabilisés au cas où vous utilisez quelque chose de différent. Donc je vais vous montrer deux extensions que beaucoup de gens connaissent. Par exemple, Gitflow, c'est une extension, elle est très bien documentée, elle vous aide à suivre un workflow Git. Donc, c'est-à-dire qu'en 2010, il y a Vincent Driessen qui a fait un blog post expliquant une démarche de travail avec Git en se basant sur des features qu'on se développe. Et on crée une nouvelle branche en fonction de la feature, on va travailler dessus, puis on rebase ou on merge suivant sa politique à soi sur une branche principale, etc. Et suite à ce blog post, il y a quelqu'un qui a créé une extension pour Git qui s'appelle Gitflow, qui permet de faire tout ça. Et au lieu de réfléchir, ok, je suis sur telle branche, je dois mettre un tag, un machin, un bidule, il a créé simplement une commande. On fait gitflow init pour créer la branche de notre feature. Et puis les autres, je ne les connais pas parce que je n'utilise pas Gitflow, mais voilà, c'est un plugin, une extension pour Git qui est très très connue. Et voilà, je pense que si il y en a qui n'en ont jamais entendu parler, ça vaut la peine d'aller se renseigner dessus parce que c'est très intéressant, ça vous facilite le travail si vous suivez le même workflow. Et sinon, ça vous permet aussi d'aller voir comment elle est faite. Parce que c'est quelque chose de relativement... c'est des opérations qui se suivent, qui sont relativement complexes à retenir. Enfin, c'est complexe dans une certaine mesure. Hein, c'est relativement complexe si vous devez le faire à la main. Mais le fait de l'avoir simplifié comme ça vous permet d'être sûr que vous avez le même comportement partout. Et vu que c'est une extension, c'est quelque chose qui est facilement partageable avec vos collègues ou d'autres personnes. Et donc, vous avez tous le même comportement qui va être appliqué. Du coup, vous industrialisez et automatisez votre environnement de développement. Et en général, on sait bien que quand c'est le cas, ça se passe mieux puisqu'on arrête de se poser des questions inutiles. Ouais. Et comme je l'ai dit, c'est un script bash. Une autre extension qui maintenant est intégrée directement à Git, c'est Subtree. Subtree, le but, c'est quoi? C'est de mettre plusieurs repositories dans un seul. Et à la base, ça se voulait une alternative au submodule. Donc le submodule, c'est aussi la même idée, c'est mettre plusieurs repositories dans un seul. Submodule, vous importez les repositories chez vous. Subtree, c'est plus l'idée de vous avez votre code et ça va, quand vous poussez, vous allez le répartir sur les autres. C'est un peu, si je dois faire très très court, un petit peu la différence. Mais en gros, l'idée, c'est chaque fois, vous avez votre repo principal et puis vous avez tous les autres qui vont être dedans, dans des sous-dossiers, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de frameworks dans le monde PHP qui utilisent Subtree notamment. Ouais, donc pareil, c'est Git Subtree, la commande. C'est aussi un script bash.
Et il en existe beaucoup des scripts. Ça peut être en Perl, ça peut être en Java, ça peut être en Python. Je n'ai pas vu d'exemple en PHP. Moi, je vais vous montrer un exemple en PHP, puisqu'on est dans une conf PHP, sinon ça ne sert à rien. Et si vous voulez un petit peu voir des exemples, dans le repository Git de Git, dans le dossier contrib, vous verrez qu'il y a toute une série d'exemples qui existent, des exemples connus, mais aussi des exemples un peu moins connus, plus bateaux, etc., mais qui vous permettent de vraiment comprendre un petit peu l'interaction qui est possible d'avoir et ce que ça peut vous amener. Donc c'est quelque chose que je vous invite aussi à aller voir parce que vous allez découvrir des trucs. Et notamment au niveau des scripts bash, il y a déjà toute une série de fonctions qui sont préfournies, qui peuvent aider à manipuler vos environnements Git en allant rechercher des variables dans la configuration ou des choses comme ça. Donc, si je dois un petit peu résumer, une Git extension, le but, ça va être quoi? Ça va être automatiser, uniformiser, simplifier un comportement attendu. Et en général, de la plupart des extensions que j'ai lues, c'est quelque chose de relativement simple. Donc, le code derrière ça est relativement simple, même si ça fait des opérations parfois assez complexes. Subtree, c'est quelque chose où, honnêtement, vous devez bien comprendre ce que fait Git pour comprendre le code qui est derrière, mais le code en lui-même est relativement simple. Et la plupart des extensions sont en bash, c'est qu'il y a une raison. C'est que Git, en tout cas la plupart des versions de Git sous Windows, embarquent un bash avec, qui fait que les extensions, normalement, devraient être portables sous Windows aussi. Par contre, petit warning, quand vous installez des extensions Git, pensez à votre sécurité. Parce que vous manipulez du code, quand c'est du code open source, c'est une chose. Il y a d'autres personnes qui peuvent en général le relire. Mais quand c'est du code de votre entreprise, parfois il y a des choses critiques. Donc si vous ne savez pas nécessairement ce que fait l'extension ou que c'est une extension qui est moins connue, pensez à aller jeter un petit coup d'œil avant. Pareil quand vous faites les mises à jour, ça vous évitera des mauvaises surprises. Je ne pense pas qu'il y en ait déjà eu, mais vaut mieux être prudent par rapport à ça. Git peut être parfois un petit peu capricieux et il y a moyen de faire des saletés avec quand on connaît les commandes appropriées. Donc, soyez prudents. Donc, ça, c'était un petit résumé sur les extensions. Maintenant, si vous voulez en créer vous-même, le but, en général, va être la même chose que les autres extensions. Ça va être d'automatiser, d'uniformiser, de simplifier, d'industrialiser votre développement à vous, mais aussi ceux de vos collègues ou ceux du projet open source sur lequel vous êtes, ou simplement vous en avez besoin et vous voulez le partager aux autres. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est toujours la même démarche, c'est essayer de vous simplifier votre travail. Et pour ça, en général, on est dans un contexte bien précis. Ça va être un workflow comme on va suivre, comme pour Gitflow. Ça va être changer de la configuration. Ça va être la mise en place de hooks. On sait tous que mettre en place un hook, c'est parfois quelque chose qui est un petit peu chiant et rébarbatif sur chaque projet. Chaque fois qu'on le clone, il faut le remettre en place, etc. Parce que c'est que local. On peut très bien imaginer qu'on fasse une extension qui va simplement mettre en place les hooks ou simplement activer des fichiers qui sont dans les repositories et vous partagez simplement votre hook, en tout cas le script qu'il y a derrière qui va être exécuté dans le repository. Comme ça, tout le monde a le même et tout le monde peut avoir la même application. Donc c'est quelque chose qui, au sein d'une équipe, peut être vraiment pratique. Et pour des opérations un peu plus complexes, encore une fois, c'est vous simplifier la vie. Alors, je vais vous montrer un petit peu des exemples de choses parfois un petit peu simples, de parfois un peu plus complexes, qui pourraient être possibles de faire. On pourrait avoir un Git author, ou par exemple, si comme moi vous êtes un contributeur open source et en même temps vous travaillez sur le même PC pour une société, vous pourriez avoir un Git author, je sais pas moi, open source et un Git author boulot, et ça va simplement définir sur le projet sur lequel vous travaillez quel est le username du committeur, quel est l'email du committeur, et si vous signez vos commits, quelle est la clé de signature à utiliser. C'est 3 variables à changer, mais c'est 3 commandes à taper, et honnêtement, vous oubliez très vite de comment est-ce que je définis ma config, etc. Alors que Git author machin, hop, vous switchez, c'est fait, c'est défini. Après, si vous vous organisez dans 2 dossiers différents, il faut savoir qu'à partir de Git 2.13,
il y a de la configuration par sous-dossier qui est possible. Donc, dans ce cas-là, peut-être que cette extension que vous créeriez serait un petit peu inutile. Mais on peut aussi faire ça par un alias. Après, le code de l'alias, ce n'est pas nécessairement du plus simple, pas nécessairement le plus évoluable, et ça va être difficile de commencer à venir mettre des variables là-dedans, puisque vous êtes dans un fichier statique qui évolue pas, et donc ça va être compliqué, et un alias, c'est aussi plus compliqué à installer, parce qu'il faut chaque fois éditer le fichier, etc. On peut avoir un git deploy, donc qui, par exemple, suivant un petit peu votre politique interne, va par exemple lancer un test, soit à travers des scripts comme un make test ou un think test, ou peu importe le task runner que vous utilisez, ou ça va simplement lancer un script bash. Ça peut être ajouter un tag, puis pusher le tag ou pusher sur un repository précis, ou une branche précise, suivant un petit peu votre flux de déploiement. Et puis derrière, peut-être que derrière, il y a le serveur d'intégration continue et puis de déploiement continu qui va enchaîner, mais toujours est-il qu'à partir d'une même commande, vous pouvez faire git deploy validation, git deploy production, et peut-être que dans votre git deploy production, vous allez avoir un petit message qui va popper et dire « Vous êtes sûr que vous voulez envoyer en production ?» Petite barrière qui évite des conneries dans certains cas, mais voilà, c'est une commande qui peut être très pratique et peut faire gagner du temps aux gens. Git project, pour par exemple une web agency, on peut imaginer qu'ils doivent régulièrement rajouter des projets, ou si vous faites du microservice, créer un nouveau projet Git, vous pouvez l'initialiser, puis on pourrait imaginer releaser le projet, on pourrait Git project deploy validation, enfin voilà, on peut rajouter des sous-commandes dans notre extension qu'on va créer. Donc c'est des choses où on va automatiser notre travail. Après, il ne faut pas tomber dans l'extrême et se dire qu'on va tout mettre dans Git. Non, Git, ça reste un outil de gestionnaire de version. Et donc, ça ne sert à rien non plus de vouloir tout fourguer dedans. Si vous commencez à voir des choses relativement complexes, peut-être que ça doit être dans un autre outil ou que ça doit être pas sur votre machine, mais sur votre serveur d'intégration ou une API quelconque. Voilà. On peut aller plus loin, un guide compagnie où on va même initialiser des dockers, etc. C'est juste une possibilité. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire, ça ne veut pas dire que c'est bon, mais voilà, c'est juste garder que vous avez un outil qui peut être extensible et qui est sur la plupart des machines des développeurs et qui est facile à partager. Si maintenant je vais partager des trucs et astuces par rapport à la création d'une extension homemade, ça va être de prévoir de l'autocomplétion parce que c'est quand même vachement plus simple, pour peu que vous l'ayez activé, hein, mais ça va être vachement plus simple d'utiliser vos scripts, surtout s'il y a quelques sous-commandes, de prévoir une aide, parce que bon, un git auteur où on switch entre deux configs, c'est relativement simple. Maintenant, si vous avez quelque chose qui gère 50 sous-commandes parce que c'est Git, votre société, et vous avez prévu plein de cas d'usage, et que vous voulez absolument garder ça dans Git, un petit module d'aide pourrait aider. Et si vous le partagez, plus vous devez penser à gérer vos cas d'erreur avec des choses un peu plus explicites que simplement une erreur bateau où vous ne comprenez pas pourquoi ça a planté en plein milieu. Et se dire aussi que une extension c'est bien, parfois un git alias suffit, voire un bash alias, voire simplement un exécutable. Dans certains cas, vous faites un exécutable, que ce soit un script ou que ce soit un fichier qui a été compilé parce que vous l'avez écrit en C, en ce que vous voulez, ou un script PHP, peu importe. Dans certains cas, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose d'externe. Et dans tous les cas, vu que Git reste votre gestionnaire de version, gardez ça de manière simple. Donc, keep it simple et stupid. C'est vraiment... ça ne sert à rien d'alourdir votre outil avec des choses complexes. Alors, comment est-ce qu'on va créer cette extension? Parce que je vous en ai parlé, mais en fait, c'est quelque chose de relativement facile. Premièrement, on va créer un exécutable, donc c'est-à-dire un script ou quelque chose de compilé. On va le rendre exécutable pour le système si on est dans un environnement Unix. Et la petite particularité, c'est qu'il doit commencer par git-. Git-toto, ça va être git-toto, la commande. Donc c'est relativement simple et il faut le mettre
dans votre pass d'exécution. Donc, suivant l'environnement dans lequel vous êtes, ça va un petit peu changer. Si vous faites ça, voilà, ça fonctionne, vous avez votre extension, vous pouvez partir, c'est prêt. Donc, c'est super simple à faire. Hein. Plus simple que ça, je pense que ça va être compliqué. Alors, si vous ne voulez pas le mettre dans votre pass d'exécution et que vous voulez faire le gros crado, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre dans le dossier Git core. Donc, là où est installé Git, normalement, il y a un dossier Git core. Et il y a moyen de mettre votre script là. Et il ne sera pas dans les fichiers exécutables, parce que c'est embêtant quand vous tapez git-toto qui se lance, ça va être incohérent. Il sera disponible que dans git-toto. Alors, j'ai parlé de autocomplétion. Donc, comment est-ce qu'on fait l'autocomplétion dans une commande, en tout cas pour Bash. Je n'ai aucune idée de si ça fonctionne sous Windows. Ça, c'est un exemple plutôt bateau où on va avoir une commande et on va déclarer à travers une fonction Bash comment est-ce qu'on peut faire de l'autocomplétion. Il y a un petit truc qui va être simplifié dans notre cas, puisqu'on est dans un cas bien précis. On peut aussi, au lieu de faire appel à une fonction, on peut aussi dire d'exécuter une commande ou un script PHP dans notre cas. Ça fonctionnera aussi bien. Donc quand on va taper super commande et puis qu'on va appuyer sur tab, ben il va activer notre fonction bash. Maintenant, dans le cadre d'une extension Git, quelque chose de beaucoup plus simple, parce qu'en fait Git vient avec toute une série de choses. Il faut juste aller lire dans les sources. Si vous êtes dans un... Moi c'est sur Ubuntu, mais je suppose que dans les autres Linux, ça doit se traîner quelque part. Et pour Mac, si vous avez activé l'autocomplétion, vous devrez probablement pouvoir le trouver. Il y a toute une série de fonctions qui sont embarquées, qui fait que vous voulez simplement définir perso et pro pour le Git author. C'est très simple. Vous créez une fonction bash qui _git _author pour Git author, et il va lancer le contenu de cette fonction. Cure étant le mot courant dans lequel vous êtes. Il y a prev pour le mot d'avant. Donc par exemple, si vous voulez faire des sous-commandes, vous allez utiliser le prev pour savoir quelle est la commande par an. Et puis on fait git comp pour dire voilà les mots qui peuvent être retournés. Et puis c'est tout. Et si on veut charger ça à chaque chargement, soit on met ça avec tous nos scripts d'autocomplétion sur notre système, soit on met dans le bash RC, soit... voilà, ça dépend un petit peu de comment on veut le charger. Honnêtement, j'ai cherché comment le faire, je ne l'ai jamais mis en place, parce que les commandes que j'ai créées, je les connais. Donc j'en ai pas eu besoin, et j'ai pas fait de choses suffisamment compliquées pour me dire il me faut de l'autocomplétion. Mais si vous voulez distribuer, ça peut être un plus. Et dans ce cas-là, peut-être aller voir ce que font simplement les autres extensions. Comment est-ce qu'ils font l'installation, comment est-ce qu'ils font l'autocomplétion, etc. Petite bémol, c'est que vu que c'est du code des fonctions qui sont fournies par Git, si Git évolue, peut-être que votre autocomplétion va casser à un moment donné, puisqu'ils vont changer les comportements et que c'est pas documenté. Enfin, pas documenté, en tout cas dans la partie accessible à tout le monde de Git. J'ai pas été voir s'il y avait des docs cachés ou quoi. Moi, en général, je regarde sur Git SCM ou des choses comme ça pour voir la doc de Git. Si maintenant vous posez des questions et vous attendez des réponses dans votre script, on fait de l'autocomplétion en PHP. J'ai mis un exemple. On fait un readline completion function qui va appeler notre fonction, et cette fonction doit retourner un arrêt avec des réponses possibles. Je ne m'étale pas dessus parce que le but c'est juste d'en parler, et on va voir tout de suite un cas concret. Et juste un petit slide que j'ai mis sur le pass. Suivant un petit peu votre configuration, l'installation que vous utilisez, ça peut un petit peu changer. Personnellement, moi j'ai dans mon home un dossier bin que j'ai rajouté dans mon pass via le bash RC pour dire charge ce que je mets là-dedans. Si vous êtes dans Windows, suivant l'installation de Git que vous avez, vous pourrez avoir une variable Git home dans les variables d'environnement. Sinon, il faut aller modifier la variable pass, etc.
tout ça, c'est propre au système dans lequel vous êtes, avec la configuration que vous avez faite, donc ça varie d'une personne à l'autre, ça ne sert à rien de s'en étaler. Bon. Si maintenant je fais un script que vous allez utiliser en PHP, il faudra le rendre exécutable. Ce sera git-auteur, puisqu'on est dans une conf en français. Bien penser à mettre le chemin vers l'exécutable, ici PHP. Et puis j'ai simplement une fonction switch config qui va exécuter mes trois commandes en fonction des paramètres que je vais lui donner. J'ai mis une aide juste pour le fun. Et j'ai voilà, mon changement perso, mon changement pro. Donc c'est relativement du code relativement simple, mais qui fait le boulot. Ici, bon, bien sûr, il y a plein de trucs que j'ai pas spécialement fait. Hein. J'ai un gros hat qui est là comme un gros bourrin. Le but, c'est de montrer un exemple. La première fois où j'ai fait ce script, je l'ai fait en bash, parce que ça me semblait plus facile en bash. Maintenant, on est dans une conf PHP, autant le faire en PHP, et c'est marrant. Et donc, je vous ai réservé une petite démo, parce que c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ici, j'ai mon fichier de complétion, donc, où j'ai git-auteur, hein, où j'ai fait... c'est un petit peu différent de celui du slide, parce qu'il est un peu plus complet. Mais voilà, donc si on met un tiret, il va proposer -h ou -v. Si on met rien, il va proposer perso ou pro, fonction de là où on est. Si je regarde mon code, ouais. Bon, le fait d'avoir zoomé dans un truc, c'était peut-être pas l'idéal. Mais bon, voilà, j'ai ma fonction d'aide, j'ai une fonction pour switcher de configuration. J'ai une fonction qui va demander, jamais on ne marque rien, elle va être appelée et on va demander quel profil est-ce que vous voulez appliquer. Et donc, elle va retourner pro ou perso. J'ai une fonction qui va simplement faire l'application en fonction de ce qu'on demande. J'ai mon -v qui est prévu. Le help, il ne sert à rien parce qu'il a appelé dans tous les cas, s'il n'y a rien qui est choisi. Et puis, voilà, je prends la demande. Et donc, si je fais git auteur tout court, il me demande quel profil je veux appliquer. Si j'appuie sur tab, il me met P parce que c'est perso ou pro. Et si je réappuie, il va me proposer perso ou pro. Tout simplement. Pro, je change. Comment est-ce que je peux savoir que ça a changé? Je fais un git -log git config -local. Je ne sais plus. C'est user.name. Voilà, il me dit JVB ici. Là. Si maintenant je switch et je mets perso par exemple, et que je refais la commande, il me dit bien Grumpy. Donc voilà. Ça c'est tout con, c'est le passage de l'un à l'autre. C'est relativement simple. Et pour montrer l'autocomplétion, si par exemple je fais ça, il me propose aussi le perso et pro. Ça c'est le bash completion. Donc voilà, c'est très simple comme script. Ici je l'ai fait en PHP parce que c'est le langage qu'on maîtrise tous ici. Moi, je vous encourage plutôt à le faire en bash parce que pour beaucoup de ces choses, c'est des choses relativement simples. Mais un git-auteur perso, moi, je l'utilise presque tous les jours parce que comme je fais beaucoup d'open source, ça m'arrive régulièrement de cloner l'un ou l'autre projet et de participer. Donc, je le fais tout le temps. Le git deploy que j'ai montré tantôt, c'est quelque chose que j'ai aussi implémenté parce que plutôt que réfléchir, c'est quel tag ou quelle branche qu'on va utiliser pour déployer sur l'environnement de validation, etc. Git deploy production ou git deploy validation, c'est très facile à retenir. Tout le monde peut retenir ces deux commandes. Et si on fait un petit aide, on ne sait plus, on fait -h et on a notre aide. Donc c'est vraiment, vraiment simple.
Ça a l'air de rien, mais rajouter des petits trucs comme ça vous fait gagner beaucoup de temps dans votre quotidien, dans votre travail quotidien. Et surtout, ça facilite aussi l'intégration des nouveaux développeurs. Parce que quand vous leur dites, OK, pour déployer, alors tu dois mettre un tag, tu dois lancer telle commande, machin, bidule, tu tapes simplement git deploy production, ça déploie en production, il te demande, vous l'êtes sûr avant, comme ça tu es sûr que tu ne fais pas de conneries. Ça le rassure, tout le monde est content, et on fait tous de la même manière, donc ça évite pas mal de bourdes. Alors, un dernier petit slide, c'est la différence entre une alias et une extension. Les alias, c'est pour des cas simples, où il y a peu de logique, en fait, il n'y a pas vraiment de configuration, c'est quelque chose de plutôt local, où ça va être très difficile de le partager avec d'autres, alors que pour les extensions, c'est des choses un peu plus complexes. Pour moi, si c'est vraiment complexe, je ne suis pas sûr que ça a sa place dans une extension Git. C'est des choses avec de la logique, où il y a probablement de la configuration. Je parle de configuration, on peut imaginer que dans le cadre du Git auteur, vous imaginiez qu'il y ait soit un fichier de config, soit mieux, vous carrément la config de Git, où vous allez aller relire dans la config de Git des valeurs que vous avez définies. Ça ne sert à rien de recréer un nouveau fichier de configuration. L'avantage de l'extension, c'est que c'est dans le langage de développement que vous utilisez. Donc peu importe ce que vous utilisez, vous aurez ce qu'il vous faut. Et surtout, c'est des choses relativement faciles à distribuer. Par contre, le même warning que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas un task runner, c'est pas un autre outil, c'est un DCVS Git. Donc pensez à quelque chose de cohérent par rapport à ça, parce qu'en préparant cette présentation, j'ai vu beaucoup d'extensions Git et j'ai vu beaucoup d'extensions qui faisaient n'importe quoi. Des Git NPM. Bon, c'est pas sa place. Donc voilà. Je vous remercie. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et toutes les slides sont déjà en ligne. Avec l'exemple que j'ai montré, c'est aussi en ligne. Et je vous invite, si vous voulez aller voir plus loin, à aller voir les slides parce que j'ai mis toutes les speaker notes avec plein de liens qui vous permettent d'aller plus loin. Bonjour. Oui. Je vois que vous avez parlé de Gitflow. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur TWGit? Pas du tout. Merde. Pas d'autres questions? Non? Bon, merci.